comme le disait Benjamin, on est ravis de t'avoir avec nous. C'est moi qui suis super content d'être là. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous parler d'Agicap, votre solution, à qui elle s'adresse, vos propositions de valeur, nous raconter un peu ce que vous faites. Bien sûr. On a créé une start-up qui s'appelle Agicap en fin 2016. Donc Agicap aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une application en ligne qui permet en fait aux gérants, aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise de gérer hyper simplement leur trésorerie. Donc de pouvoir anticiper comment va évoluer leur trésorerie afin de toujours rester dans le vert. C'est l'une des top 3 priorités pour les dirigeants, c'est source de stress. Et du coup, nous, on enlève ce stress en permettant, avec une application hyper simple d'utilisation, de savoir exactement où on en est et comment va évoluer sa trésorerie. Donc en gros, on remplace le bon vieil Excel qu'on pourrait construire et mettre à jour un peu péniblement. On digitalise, on automatise. On a des systèmes de machine learning qui permettent de projeter vos budgets afin d'anticiper une éventuelle défaillance. Donc voilà ce qu'on fait. Et du coup, c'est un gros gain de temps et de sérénité pour les dirigeants. Et à qui ça s'adresse ? C'est important. Ça s'adresse en fait au gérant d'entreprise en premier lieu. C'est lui qui est responsable de s'assurer que la trésorerie est positive. Et donc, pour prendre des cas concrets, c'est la TPE traditionnelle, le restaurateur qui a plusieurs salariés et qui ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir en fin de mois. C'est le commerçant, c'est l'artisan, c'est la start-up en pleine croissance qui veut piloter sa consommation de cash, qui doit recruter et donc s'assurer que ça va le faire. Et c'est aussi la PME, un équipementier automobile, un industriel de plusieurs millions de chiffre d'affaires qui, lui, a des gros enjeux de visualisation, d'anticipation pour s'assurer d'être dans le vert. Voilà. Ok, très clair. On aura l'occasion de toute façon de revenir un peu plus en détail juste après sur Agicap. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours jusqu'à la cofondation d'Agicap ? Oui, bien sûr. Alors moi, qui je suis Clément Moguet. Alors moi, j'ai un parcours assez classique, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait une prépa, une école de commerce, l'EM Lyon, donc je suis un peu un natif d'ici finalement. Et après, je suis parti à Paris, mais oui, tout le monde part à Paris à un moment donné, faire un peu de conseil financier pour les banques. Donc en gros, je travaillais dans les banques, dans les services financiers, et j'ai aidé les banques à mieux comprendre en fait les enjeux de demain, les rentabilités, etc. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai rencontré mon associé, qui était aussi consultant, Sébastien Beillet, dans cette entreprise, dans ce cabinet. Et c'est là où on s'est aperçu que les banques n'offraient aucune solution pour toute leur clientèle professionnelle, donc les petites et moyennes entreprises, pour les aider à gérer leur trésorerie. On s'est dit, il y a un truc à faire. Il y a 25 000 boîtes qui meurent par an et qui font défaut de trésorerie. C'est pas qu'elles sont défaillantes, c'est juste qu'elles n'ont pas anticipé. Et du coup, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, regardons un peu ce qui se fait, et on a créé Agicap. Très bien. Donc voilà pour mon parcours, somme toute assez classique, je pense. Ok, aujourd'hui, tu es CEO d'Agicap ? Exactement, CEO. Ouais. Donc 3 associés, CEO moi-même. Je suis en charge de la partie sales, donc c'est moi qui suis aussi head of sales, c'est moi qui chapeaute toute la partie commerciale. Sébastien, dont j'ai parlé, qui lui est plutôt sur la partie customer success, on va en parler. C'est toute la partie qui permet en fait de s'assurer que les clients sont bichonnés et ne se désabonnent pas. Et on s'est associé avec Lucas Bertola, qui est un développeur. Très vite, on s'est aperçu que c'était un projet tech. Et donc, pour nous, c'était naturel de s'associer avec un tech, un développeur. Ok. Et s'il y en a une, ça ressemble à quoi une journée type du CEO d'Agicap ? Alors ça, c'est une vraie question compliquée. En fait, il faut comprendre un petit peu le contexte d'Agicap. Donc Agicap, c'est une société qui a 3 ans. Et depuis 3 mois, on a levé des fonds. Donc là, on est clairement en hypercroissance. Qui dit hypercroissance dit beaucoup de recrutement. Donc chaque jour, en fait, est différent de la veille parce qu'on met en place des nouveaux processus de formation, on onboard de nouvelles personnes, ce qui fait que toutes les journées, en fait, on s'adapte pour créer un petit peu la journée type de demain qui n'était pas celle d'hier.
Donc c'est un peu compliqué, mais globalement, moi, mon champ d'activité, c'est à 60% gérer toute la partie commerciale. Donc en fait, je chapeaute l'équipe des sales, je m'assure de leur fournir des bonnes métriques, c'est-à-dire les indicateurs clés qui vont faire qu'ils pilotent leur performance pour qu'ils ne naviguent pas à vue. Je m'assure de fournir leur formation, c'est-à-dire tout un socle de connaissances qui leur permettent de répondre aux objections et de se former. Et puis faire le lien avec le marketing pour trouver des nouveaux canaux de distribution, à qui on va vendre et comment. Et après la partie investisseur, donc on en parlera peut-être, une fois qu'on a des investisseurs, on n'est plus maître dans la maison, il faut un peu rendre des comptes par rapport à ce qu'on fait, mais dans l'intérêt, bien sûr, dans notre intérêt, puisque les investisseurs nous apportent un regard extérieur et nous disent ce qu'ils voient être des bonnes pratiques et ce qu'ils voient être bon ou pas bon chez nous. Voilà. Super. Tu l'as dit, vous avez levé du coup des fonds. Félicitations et on va revenir dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu là maintenant des débuts, c'est-à-dire vraiment votre MVP, le premier produit, vos premiers clients, vos premiers succès, comment ça s'est passé? Ok. Donc comment on a démarré? Donc je vous l'ai dit, on était tous les deux avec Sébastien consultant. Et on a eu une idée qui était de s'intéresser à la gestion de trésorerie pour les petites et moyennes entreprises. En octobre 2016, on lance la boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un cabis, on est content, on est une société. Avant ça, pendant 6 mois, on a interviewé entre 200 et 300 dirigeants. Quand je dis interviewé, c'est vraiment des interviews qualitatives où pendant 20 à 30 minutes, on pose des hypothèses, c'est-à-dire qu'on a identifié un potentiel besoin et on s'assure que la personne nous dit qu'elle a bien ce besoin. Donc ça, on l'a fait auprès de 200 à 300 dirigeants. L'objectif de faire ça, c'est très important. Ça nous a permis en fait de se faire une conviction sur le pain. En gros, il y a un pain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une frustration à ne pas avoir un outil ou une réponse à leurs besoins. Ça a été déclencheur pour nous dans la validation, non pas d'une start-up à potentiel, mais qui avait quelque chose à faire. Donc en octobre 2016, on crée la boîte. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'associe avec Luca Bertola, le développeur, pour développer un premier MVP, un premier POC. L'idée étant de le présenter le plus rapidement possible aux gens qu'on avait interviewés, aux gens à qui on pense que ça peut avoir un intérêt, pour qu'eux nous disent « Ah, c'est bien, ah, c'est nul, ah, c'est intéressant, ah, j'aurais mis ça, etc. etc. » L'idée, c'est d'être en itération permanente et pas d'un point de vue conceptuel, vraiment d'un point de vue pratico-pratique. Voilà. Mais ça, ce produit-là, vous le voyez l'utiliser demain, vous utilisez quoi exactement? Donc ça a duré à peu près 6 mois. On avait 50 utilisateurs, on était contents. Et c'était gratuit. Là, l'idée, c'était de le faire utiliser, c'était pas de chercher à monétiser, c'était déjà qu'il y ait une utilisation qui puisse nous permettre d'en sortir une connaissance. Et là, en juillet 2017, on se dit, on fait payer. On fait payer, on voit. Là, c'est hyper important ce moment parce qu'on n'a aucune idée de savoir si des gens vont susceptibles de payer pour le bout d'Excel automatisé un peu joli qu'on avait créé, parce que tout était manuel à cette époque. Et on se rend compte que oui, il y a des gens qui sont prêts à payer. Ils sont prêts à payer. Et donc, on continue à itérer avec ces gens-là, à aller chercher des nouveaux clients. Donc des petits clients, des personnes nos personas étaient comme je l'ai dit, des artisans, des commerçants. Et puis, juillet 2018, donc 1 an plus tard, les fonctionnalités progressent. Et là, on a une fonctionnalité qui permet d'automatiser, en gros, toute l'alimentation de cet Excel magique, cet Agicap, qui est de synchroniser directement avec vos flux bancaires les données, ce qui apporte un gain de temps énorme à l'utilisateur parce qu'il n'a pas à renseigner tout à la main. Et là, on a une explosion du nombre d'utilisateurs. On sent qu'on tient quelque chose. On passe respectivement de 300 à 800 et là, aujourd'hui, à 1200 entreprises clientes. Et voilà. Donc, je suis allé un peu plus loin par rapport au lancement, mais disons qu'au début, c'était 80, 100 appels par jour pour aller chercher des utilisateurs concrètement. Et quand on en tient un, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher parce qu'il faut
il faut l'adorer cette personne. Parce que vous n'avez pas grand-chose et le fait que des gens vous allouent du temps, ça a énormément de valeur. Et donc il faut les chérir, il faut en faire de véritables ambassadeurs à tout moment de la vie de votre boîte. Dans un deuxième temps, une fois que le produit est bien installé, les ambassadeurs deviennent même des prescripteurs. Les gens adorent quand ils aiment un outil en parler aux gens. Donc ça, vous avez tout intérêt en fait à chérir les gens qui veulent bien utiliser votre outil. Donc voilà pour le lancement, comment ça s'est passé. Très clair. Tu as un peu parlé du coup des clients, des premiers clients, de comment vous les obteniez un petit peu et les chérissiez. Aujourd'hui, c'est quoi votre stratégie d'acquisition un peu préférée, vos canaux d'acquisition préférés ? Alors aujourd'hui, à l'époque dont je vous ai parlé, où il y avait 50 clients, il n'y avait que moi. Donc le canal d'acquisition, c'était moi, avec mon téléphone et Internet, ou des pages jaunes. Après, on est monté à 3, donc il y avait 2 sales et moi-même. Donc en gros, on faisait la même chose sur LinkedIn, on appelait des gens. Et aujourd'hui, pour parler un peu plus de la société telle qu'elle est, donc les canaux de distribution, c'est 50% de gens qu'on va chercher, ce qu'on appelle l'outbound, et 50% de gens qui viennent à nous, donc SEO, SIA, soit ils ont conscientisé qu'ils avaient un problème, ils ont tapé sur Google et ils sont tombés sur nous, soit via les pubs, on arrive à acquérir quelques clients. On a beaucoup travaillé sur le référencement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous tapez gestion de trésorerie sur Internet, on risque de tomber en premier. Ça a été important pour nous parce que vu qu'on était sur une niche qui était la gestion de trésorerie, on voulait que toute personne qui identifie avoir ce sujet-là tombe sur nous, parce qu'on était sûr d'avoir le bon produit pour lui. Voilà, et sur le coup, les 50 autres %, ce qu'on appelle outbound, donc ça, c'est monter une équipe de commerciaux et monter des process pour que vous puissiez targeter des gens qui représentent des gens que vous estimez être dans votre cible, qualifier qu'ils le sont bien lors d'un échange oral, présenter Agicap comme étant la réponse à leurs besoins que vous venez d'identifier et essayer de faire utiliser et s'abonner la personne. Donc ce process-là, il est assez bien rodé, ce qui nous permet en fait d'aller chercher pas mal de clients aujourd'hui. Okay. Et on est du coup, on est 8 commerciaux et j'aimerais bien qu'on soit 20 commerciaux d'ici peu. Bon, très bien, on va avoir l'occasion de parler de recrutement évidemment. Tu as commencé à nous parler un peu de chiffres, c'est-à-dire 50% d'inbound, 50% d'outbound. J'imagine qu'il y a des chiffres, des métriques, des KPI que vous suivez tous les jours. Est-ce que, tous les jours ou toutes les semaines, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Qu'est-ce que vous suivez ? Qu'est-ce que vous donnez ? Ok, alors donc nous on a un logiciel en ligne, donc c'est du SaaS et on est en B2B, on travaille avec des entreprises. Donc la métrique phare dans le SaaS B2B, c'est ce qu'on appelle le MRR. J'imagine que plein de gens sont familiers de cet acronyme. Monthly Recurring Revenue, c'est la capacité à générer du revenu récurrent mensuel. C'est d'un mois sur l'autre, vous avez du revenu qui est là. Donc ça, c'est la métrique phare du SaaS B2B. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui est directement corrélée à une croissance saine et certaine de votre boîte. Parce que c'est de l'argent, quoi, disons entre guillemets. Et pourquoi du coup vous avez compris que c'est une métrique qui est essentielle à suivre. Les investisseurs, c'est la métrique qui vont regarder en premier lieu, ils savent benchmarker en fonction du niveau de MRR que vous avez et du coup vous dire à quel niveau de maturité vous avez par rapport à d'autres sociétés du marché. Et vous, en fait, cette métrique-là, moi, elle me permet de directement impliquer mes commerciaux qui ont une visibilité, c'est très transparent. En gros, on a monté des tableaux de bord. Chaque commerciaux peut savoir le niveau de MRR qu'il crée au jour le jour. Et il a même un tableau de bord qui lui permet au jour le jour de savoir le niveau de variable qu'il va avoir à la fin du mois. Et ça, actualisé tous les jours. L'intérêt de ça, c'est qu'il se soit très transparent et que du coup, la motivation, j'alloue du temps, je mets des efforts à essayer de faire croître la boîte. Du coup, je vois instantanément le gain que je peux avoir là-dessus. Donc ça, c'est la métrique phare, le MRR. J'invente rien vraiment là-dessus. La deuxième métrique phare, c'est le churn. Donc il faut acquérir des clients, MRR, et il faut s'assurer qu'ils restent. Donc le churn, c'est l'attrition, c'est les désabonnements. Ça, c'est mal. C'est très mal. Pareil, les investisseurs regardent énormément ça.
Et là, du coup, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, on a monté une équipe, ça c'est très important pour nous. C'est un métier qui est assez nouveau, je pense. Le Customer Success, qui n'a rien à voir avec du SAV, qui peut être un peu péjoratif. Le Customer Success, c'est des gens chez nous qui vont en fait, quand je disais bichonner, c'est vraiment ça, c'est prendre le relais des commerciaux et s'assurer que les clients sont dans un confort total dans l'utilisation qu'ils ont de la solution et de leurs besoins. Et c'est en fait ces gens-là qui vont avoir comme métrique le churn en priorité à piloter. Et c'est eux qui vont mesurer s'il y a des points d'inflexion après 1 mois, 3 mois, 6 mois, 10 mois d'utilisation. Est-ce qu'il y a des patterns de non-utilisation, etc. Et donc c'est à eux de les identifier pour comprendre en fait pourquoi il y a une utilisation moindre, etc. Donc ces gens-là sont au cœur à la fois du maintien de la croissance saine et ils sont à la fois au contact des dirigeants qui, au fur et à mesure de leur utilisation, indiquent vouloir avoir des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc ils sont même au processus même du développement de nouvelles fonctionnalités qui seront développées demain. Donc ça a énormément de valeur chez nous, c'est internalisé, c'est vraiment des gens qui sont experts du coup. Et c'est pas juste prendre des appels et s'assurer que les gens ne sont pas trop mécontents. Donc voilà pour les 2 métriques phares qu'on maîtrise et qu'on pilote. Ouais, MRR Churn. MRR Churn. Très bien, un beau mantra. Tu as commencé à nous présenter pas mal d'équipes, donc le Customer Success, les Sales. Tu nous as parlé du début où vous étiez 1, puis 3. Aujourd'hui, vous êtes combien? Et en très gros, comment est-ce que vous répartissez les tâches, les grandes équipes? Alors, aujourd'hui, on est 24. Ouais. Donc, on était 8 il y a 3 mois, donc ça va assez vite. Je dirais qu'il y a un tiers de commerciaux. Donc la partie outbound pour aller chercher de nouveaux clients. Et on a 5 Customer Success. Donc, vous l'avez compris, les gens qui s'attachent à chérir nos clients. 5 développeurs sur la partie vraiment développement. Et donc les sales travaillent en direct connexion avec le marketing. Aujourd'hui, il y a 2 personnes et on a vocation à monter à 5 assez rapidement. L'objectif, la frontière étant très très fine entre les deux. Le marketing doit comprendre qui sont les clients pour indiquer aux sales comment aller les chercher. Où et comment aller les chercher. Donc en fait, il y a une étroite collaboration permanente entre le marketing et les sales. Le Customer Success avec les sales, une fois que l'abonnement est fait, je passe le relais aux sales qui sont experts dans l'accompagnement de leurs clients. Le développement, 5 personnes en directe collaboration avec la partie produit. Donc là, il y a une personne chez nous qui vient d'être recrutée et on a vocation à monter une équipe de 4 assez rapidement. Là, l'idée, bien sûr, vous l'avez compris, c'est que la partie produit puisse matérialiser la manière dont doivent être développées les nouvelles fonctionnalités. Et voilà, du coup, c'est ça Agicap aujourd'hui. Ok, très clair. De toute façon, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus tout à l'heure. Donc en fait, ce que je voulais juste montrer, c'est que vous voyez que les départements, il n'y a pas du tout de silo. C'est-à-dire que c'est extrêmement transparent, le niveau de connaissance sur l'ensemble des parties prenantes dans la société, sur qui fait quoi et qui a intérêt à aider l'autre département dans son intérêt à lui aussi. Il y a vraiment un travail collectif fort entre les départements et ça marche parce que justement on travaille d'un seul homme en fait. Et ça c'est très très puissant dans la connaissance qu'a chacun des tâches respectives de département et dans sa capacité à être très bon du coup dans ce qu'il fait. Ouais, je voulais juste rajouter ça. Tu fais bien, c'est important et c'est intéressant. Tu disais tout à l'heure que vous êtes positionné sur une niche, mais j'imagine que comme toute entreprise, vous avez potentiellement des concurrents. Comment est-ce que vous les gérez? Est-ce qu'on se dit on fait comme eux, on fait pas comme eux? Comment vous gérez ça? Alors bien sûr, est-ce qu'on a des concurrents? Bien sûr, on a des concurrents. On a des concurrents en France, à l'étranger. D'autant plus qu'on est sur un logiciel en ligne, donc là les frontières nous protègent
pas trop, voire de moins en moins, je dirais. Et la concurrence est de plus en plus globale. Après, plus vous allez avoir d'utilisateurs, plus vous allez avoir de clients, plus vous allez avoir une connaissance directe à exploiter au fur et à mesure des interactions que vous avez avec vos clients et qui vont conditionner votre roadmap de produit, la manière dont vous allez vous focaliser vos efforts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait une veille pour voir un petit peu ce qui se fait, mais globalement, on ne regarde pas trop. C'est-à-dire que nous, on a une vision par rapport au produit tel qu'il doit être, et cette vision, elle est alimentée au jour le jour par les clients qui nous remontent eux-mêmes ce qu'ils aimeraient voir développer ou améliorer. Et nous, on est extrêmement customer-centric chez Agicap. C'est vraiment... tous les départements sont très customer-focus, et du coup, on s'alimente beaucoup de l'utilisation même de nos clients pour générer des nouvelles idées, développer des nouvelles fonctionnalités, voire même aller chercher des nouvelles couches à prospecter. Donc la concurrence, oui, mais finalement, pas quand on commence à avoir une masse d'utilisateurs qui nous permet de nous focaliser sur leurs besoins à eux pour aller chercher des personnes qui leur ressemblent. Peut-être au tout début de l'aventure, pour ceux qui veulent se lancer, là c'est important de ne pas réinventer l'eau tiède. Donc regardez ce qui se fait à l'étranger, regardez ce qui se fait en France, essayez de comprendre si par rapport à ce que la personne fait, ça correspond à la même réponse à votre besoin, au même marché exactement, ou est-ce que finalement c'est un sous-marché, pour vous dire est-ce que j'ai une place ou pas. L'objectif étant d'en avoir, donc que la concurrence soit vraiment quasi néant, ce qui vous assurera, même si vous avez une petite part de marché, d'avoir une belle boîte. Mais c'est important, je pense, de regarder au début si vraiment il y a une concurrence et de faire le point là-dessus. Ouais. Donc, très important au début et ensuite on se focalise sur ses utilisateurs. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, exactement. Très clair. Tout à l'heure, tu parlais d'un truc très intéressant qui était le fait que vous ne fonctionniez pas du tout en silo et qu'il y avait énormément de communication entre les départements, enfin entre les équipes. J'imagine que ça fait peut-être partie de la culture d'entreprise et je voulais que tu nous racontes un petit peu cette culture d'entreprise, comment elle se matérialise, qui s'en occupe, ce que c'est. Oui, bien sûr. Donc la culture d'entreprise, c'est un vaste sujet, c'est évident. Au tout début de l'aventure, lorsqu'on a recruté les 2-3 premières personnes, la culture, c'était pas vraiment notre priorité, au sens où on l'a pas forcément formalisé au tout début. On se disait, recrutons des gens qui partagent notre ambition et notre vision. Puis, au fur et à mesure que les recrutements se sont intensifiés, là, on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes chez Agicap avaient des vrais traits communs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie culture qui s'installait et qui aujourd'hui est super présente et super importante. Et c'est pour ça que les recrutements se passent plutôt bien, parce qu'en fait, on a formalisé ce qui caractérise un petit peu le talent chez Agicap. Donc peut-être pour résumer, premièrement, c'est un goût pour le challenge. Globalement, c'est l'ambition, je dirais. Il y a vraiment un esprit de conquête chez Agicap. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la vision d'Agicap, c'est d'être le leader en Europe, ni plus ni moins, du suivi de prévision de trésorerie pour les TPE-PME. Cette ambition-là ne peut qu'être portée par des gens qui ont un goût pour le grand, l'exceptionnel et le challenge en général. Donc cette partie-là, elle est assez présente chez les talents Agicap. Le deuxième point, c'est la satisfaction client. En fait, on cherche des gens qui sont très empathiques, dans le sens où ils vont être, que ce soit dans leur département respectif, ils vont toujours aller chercher la compréhension du client avant d'imposer quoi que ce soit. Et en fait, ça, on le retrouve très bien chez l'ensemble des talents Agicap. Et c'est ce qui fait ce côté customer-centric qu'on arrive à créer une vraie marque autour de laquelle les gens adhèrent et la prescrivent tout naturellement. Et le troisième point, c'est un vrai goût pour le collectif. J'ai parlé de transparence entre les départements, d'interaction permanente. Et ça, en fait, c'est bien. Mais du coup, ça nécessite soit individuellement une compréhension de ce que font les autres pour dire, voilà, j'ai gagné à lui donner cette information-là ou à travailler un peu
Parce qu'en fait, du coup, par miroir, je vais comprendre mieux comment la prochaine fois je vais interagir. Donc on est dans un collectif. L'histoire d'Agicap, il y a des choses qui ont très bien qui ont été faites, mais elle reste à écrire, et ça passera que par un collectif très fort, une volonté, je dirais pas d'entraide, mais vraiment j'aime bien l'image d'avancer comme un seul homme, mais c'est vraiment ça. On ne fait pas tous les mêmes métiers chez Agicap, mais il y a vraiment un esprit de collectif, d'équipe en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça les trois dimensions clés de notre culture. Et pour parler de ce collectif, comment le forger, comment le renforcer, on est tellement focus aussi au quotidien qu'on crée des moments de détente, des moments de contact, des moments où on peut échanger un peu plus de manière informelle. Par exemple, prendre un exemple concret, on fait une soirée par mois où il y a un collaborateur, un talent, qui choisit en fait la soirée. Et il invite tout le monde à un endroit, alors ça peut être une activité sportive, ça peut être une péniche pour boire un verre, ça peut être un escape game. Et là, l'idée, c'est vraiment de sortir un peu la tête de l'eau, entre guillemets, et de prendre du temps avec des gens et d'échanger de manière informelle. Donc voilà, ça c'est le type de choses qu'on met en place une fois par mois. C'est hyper important de garder des moments de détente pour parler un peu d'autre chose. Et surtout quand on grossit pour se connaître aussi les uns. Exactement, ouais. Aussi pour se connaître parce que ça va vite et c'est vrai que des fois si l'opportunité n'est pas donnée, on peut croiser des gens mais pas vraiment savoir ce qu'ils font exactement. Ok, super. Tu as parlé d'un grand moment quand même cette année, votre levée de fonds. Ouais. Et puis en plus, vous êtes des experts en gestion de trésorerie, donc ouais. Vous devez en savoir un grand rayon. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Donc vous avez levé 2,4 millions ouais. avec Blackfin Capital et Kima Ventures. Ouais. Et voilà, comment ça s'est passé? Combien de temps ça vous a pris? Donnez quelques tips. Ok, alors la levée de fonds. Donc la levée de fonds, on est en décembre 2018. Okay. Donc pour ceux qui ont un peu retenu, on a à peu près 600-700 clients, on a une bonne traction, on a des bonnes métriques. Et là, il y a des fonds d'investissement parisiens qui commencent à s'intéresser à nous. Donc on n'était pas parti dans un roadshow, c'est des gens qui nous ont sollicités. C'est assez classique dans leur veille en fait, qu'ils font, ça s'appelle le deal flow, ce qui fait qu'on peut être sollicité par des fonds qui s'intéressent dans le cadre d'une veille concurrentielle, enfin pas concurrentielle, mais c'est leur métier, disons. Et là, donc, il y a plusieurs fonds qui nous sollicitent et qui regardent en premier lieu l'équipe, la qualité de l'équipe en place, ses forces, ses faiblesses, ce qu'elle a déjà accompli, les métriques, les indicateurs clés qui font aujourd'hui votre croissance et ce qui fait que vous avez une boîte qui n'est pas juste une idée. Et puis, la qualité du produit à date. Le produit, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une technologie derrière? Est-ce qu'il y a vraiment une rupture technologique? Et voilà, donc ils nous parlent, ils échangent, on échange. C'est un exercice un peu séductionnel des deux bords, suivant si vous êtes plus ou moins sexy à leur égard. Et là, ça dure 6 mois. C'est quand même assez long. Ça dure 6 mois et en juillet 2019, on clôture la levée de fonds. Donc elle est annoncée. Et donc avec Blackfin Capital et Kima Ventures, exactement. Super. Voilà. Bien. Ok. On parlera tout à l'heure de vos projets avec ça. Un peu plus tôt, même d'ailleurs au tout début, tu nous racontais un petit peu ton parcours et tu n'as pas commencé entrepreneur. Tu as commencé à Paris, tu as fait des choses un petit peu différentes. Aujourd'hui, pour toi, comment est-ce qu'on devient entrepreneur? Est-ce qu'à un moment, on a une idée de génie, on saute dessus? C'est quoi ta vision de ça? Le Eureka moment, ouais. C'est ça, l'idée magique. Moi, je crois pas trop à ça. Je crois pas trop à ça. Tant qu'une idée ne se matérialise pas par un premier utilisateur, pour ne pas dire un premier client, un premier succès, une première validation concrète du marché, l'idée, elle vaut pas grand-chose. Ça, c'est un peu ma conviction. Après, tu vas me dire, ok, mais une fois que tu as dit ça, qu'est-ce qui fait que lorsque je pense avoir une bonne idée, je me lance ou pas? La profondeur de marché. En gros, l'idée, c'est de répondre de
créez une startup sur un marché que vous estimez être important, grosse profondeur. Plus le marché est gros, moins vous avez de risques à finalement finir sur un sous-segment de ce marché, qui constituera une taille intéressante. Le deuxième, on en a parlé, l'environnement concurrentiel. Là, je recommande d'aller sur un marché où il y a le moins de concurrents possible. Si possible, 0 concurrent. Et le troisième élément, c'est d'avoir le produit qui répond à un besoin très particulier pour ce marché particulier. Et le bon produit. Donc, vous l'avez compris, une fois qu'on a dit ça, ça ne peut être qu'un exercice itératif. Je pense que j'ai ce marché-là qui est intéressant, mais au fur et à mesure de mes tests, je me rends compte qu'en fait, c'est un sous-marché qui est exactement mon marché. Et ça, c'est les échanges permanents avec les interlocuteurs qui vont vous faire atterrir sur ce marché. Vous pensiez que vous n'aviez pas de concurrence sur votre marché, et puis en fait, au fur et à mesure de vos démarches, vous allez vous rendre compte qu'en fait, si, il y a quelqu'un, mais il ne fait pas exactement ce que vous faites, et du coup, c'est finalement pas tout à fait un concurrent. Et sur la partie produit, pour répondre aux besoins que vous avez identifiés sur ce marché, en fait, il y a une brique fonctionnelle, c'est une fonctionnalité qui vraiment répond à ce besoin. Après, le reste, c'est du fine-tuning, je vais l'améliorer, etc. Mais c'est cette brique fonctionnelle que je dois faire en premier lieu pour tester mon marché, etc., etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est cette composition un peu comme un artisan qui confectionne un peu son œuvre. C'est cette itération permanente, cet ajustement sans cesse pour se dire « Ah, je tiens quelque chose, non, en fait, non. En fait, si, en fait, non. » Et c'est ça que je dirais qui est une bonne idée. Mais pour revenir à ce que j'ai dit au début, ça se matérialise à un moment ou à un autre par quelque chose de concret, factuel, tangible. Sinon, ça reste une bonne idée, mais tout le monde a beaucoup d'idées, en fait. Ok. Tu as commencé à nous donner des conseils hyper précieux sur un peu comment évaluer la validité un peu d'une idée. Si tu devais étendre tes conseils et en donner à ceux qui voudraient monter une start-up, ce serait quoi ? Alors, les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut monter une start-up, déjà, je donnerais 2 conseils. Le premier conseil, essayez d'avoir les conditions optimales pour lancer une start-up. Si tant est qu'il puisse y avoir des conditions optimales, mais en fait c'est très dur de monter une start-up, ça nécessite énormément d'efforts, et du coup il faut absolument être discipliné sur le temps que vous pouvez allouer, l'énergie que vous pouvez allouer à ce lancement, à la start-up. Et en fait ça ne peut pas passer autrement que par une discipline forte sur le temps que vous allez y allouer. Le pire des cas, c'est de le faire à moitié, de rien valider, d'y avoir quand même alloué de l'énergie et d'être frustré. Donc le premier conseil que je ferais, c'est posez-vous la question vraiment de savoir si vous avez envie de vous lancer et est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices en termes de temps. En termes de temps, indépendamment de l'idée que vous pourriez avoir, parce que ça nécessitera du temps. Si vous avez compris, entre guillemets, le conseil que je vous ai donné, à partir du moment où c'est itératif, ça prendra forcément du temps. C'est un processus qui prend du temps. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et plus vous serez serein sur la raison pour laquelle vous faites, plus vous aurez des forces pour le faire quand il y a des fois où il ne se passera rien et vous aurez des moments de doute. Ce qui vous permettra de ne pas flancher ou de ne pas tout abandonner. Donc ça, c'est le premier conseil, qui est peut-être un peu théorique, entre guillemets, mais bon, c'est de par mon expérience, moi, ce que j'ai ressenti, qui m'a fait ne pas flancher au moment où on n'avait rien ou pas grand-chose. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est allez le plus tôt possible dehors. Ne restez pas dans votre chambre. Appelez la terre entière. Ouvrez des portes. Ouvrez l'annuaire des alumni. Vraiment, mais faites-vous violence. Si vous êtes un peu timide ou vous n'êtes pas spécialement tourné vers l'extérieur. Il n'y a pas d'autre choix que de parler au plus de gens possible que vous estimez être vos prospects potentiels de votre projet. C'est ça qui l'animera, c'est ça qui fera qu'il y aura des petites victoires, c'est ça qui ferait qu'en itérant, vous allez vous positionner différemment, etc. Ne surtout pas avoir le travers de ce qu'on appelle développer quelque chose en chambre, où on est persuadé qu'on a un outil qui répond à un besoin et que ça va être du tonnerre. Alors c'est super important d'être persuadé, parce que c'est ce qui fait que ça tient.
Par contre, la persuasion, elle doit se nourrir, comme je l'ai dit, de tangible, de concret, de factuel. Parce que sinon, on tombe des nues et ça peut... on perd du temps, en fait. Il y a un peu une phrase générique qui dit « fail fast ». Alors moi, j'aime pas l'idée de fail, entre guillemets, mais le rationnel derrière ça, c'est l'idée de plus vite je me confronte à mes doutes par rapport au marché, plus vite je me confronte à mes intuitions, plus vite j'avance. Plus vite je sais que je suis dans la bonne direction ou il faut changer de direction. Et du coup, voilà, c'est vraiment le... Moi, j'ai passé, je pense... 30 000 calls, quelque chose comme ça, où quand j'ai démarré à JCap, j'ai appelé 1000 personnes au tout début alors qu'on avait à peine un outil. Et en fait, ça peut paraître beaucoup, mais si votre ambition c'est de déployer un outil qui va être utilisé par des milliers ou des personnes ou d'avoir des centaines d'utilisateurs, c'est pas grand-chose en fait. C'est pas grand-chose pour vous assurer d'aller dans la bonne direction et pas de développer quelque chose sur lequel vous allez revenir X mois en arrière, parce que c'est quasiment impossible en fait. Donc voilà, c'est un peu mon conseil que je donnerais. Faut aller dehors, quoi. Super, se faire un peu violence comme tu disais. Voilà, c'est ça. Et si on prend un peu l'autre côté du miroir, c'est-à-dire peut-être qu'on n'est pas prêt tout de suite à lancer sa start-up, mais si on veut travailler en start-up, parce que là, tu as des conseils, j'imagine que oui. En plus, il y en a que ça va intéresser par ici. Alors, le conseil que je donnerais, là je prends un peu ma casquette d'intervieweur ou de recruteur. Le mot start-up, aujourd'hui, c'est un mot qui définit une population qui est beaucoup trop hétérogène. En gros, bosser dans une start-up d'une boîte qui s'est lancée hier, bosser chez Agicap ou bosser chez Doctolib, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas le même projet de carrière derrière, ce n'est pas le même niveau de risque que vous allez prendre, et c'est pas la même exigence ou le même niveau d'impact qui sera demandé très rapidement. Donc en fait, le conseil que je donnerais, c'est de se poser 2 questions. Première question, quel tournant je veux donner à ma carrière aujourd'hui ? Ça, c'est un peu le niveau d'ambition. C'est quoi votre niveau d'ambition aujourd'hui à l'instant T ? La deuxième question que je me poserais, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire comme effort ? Quel risque je suis prêt à consentir pour gagner plus tard ? Ça, c'est un peu quel moyen je suis prêt à donner aujourd'hui à la startup. Et en fait, la réponse à ces 2 questions, je pense, vous permettra de déterminer un peu le type de startup dans lequel vous allez vous épanouir. Et ça, c'est très différent d'une personne à une autre. Il n'y a pas de meilleure startup en soi, non. Il y a, entre guillemets, une bonne startup en fonction de soi et comment on veut se donner dans la boîte. Donc voilà, ça c'est un peu le conseil que je donnerais. En plus de faire ça, si vous postulez vraiment dans les startups, ça montrera le niveau de maturité que vous avez en entretien. Et en fait, on se rendra compte que vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce qu'en fait, vous avez compris où nous on en est en tant que recruteur, où nous on en est avec la boîte, et qu'en fait, vous vous inscrivez totalement dans l'équipage de la fusée telle qu'elle est déjà partie. Et ça, c'est pas courant chez les candidats. Et du coup, quand on le voit, ça fait tout de suite la différence. Donc voilà, c'est peut-être un tips très pratico-pratique, mais c'est ce qu'on cherchait, donc c'est parfait. Voilà. Et alors, ça tombe très bien que tu aies déjà chaussé ta casquette de recruteur, parce que la dernière question que j'ai pour toi, avant qu'on passe aux questions que vous avez certainement, c'est vous avez levé des fonds, tu as parlé plusieurs fois de votre croissance rapide et du fait que vous cherchiez certains profils. J'imagine du coup que vous recrutez. Ouais, on recrute, c'est vrai, on recrute beaucoup, on recrute très fort, on recrute à fond. On recrute 25 personnes là, enfin il y a 25 fiches de poste, mais il pourrait y en avoir encore d'autres. Il y en a pour tous les goûts. Donc, en l'occurrence, pour ceux qui veulent bosser en commercial, plein de sales, des SDR, des gens qui prospectent, qui qualifient et des gens qui closent les deals. On recrute, pardon. Ma casquette de commercial qui reprend le dessus. On recrute des développeurs, on recrute des gens au produit, des UX, des UI. On recrute au niveau du marketing des gens qui vont être plus sur le content pour nous assurer un bon référencement internet et des growth engineers aussi, qui est un métier assez récent et qui permet
de mettre le marketing au service véritablement de la croissance des ventes. Et puis des gens au customer success, j'en ai parlé tout à l'heure. Plus notre population cliente d'abonnés augmente, plus il faut des gens pour accompagner ces clients-là. Donc j'ai donné un petit peu les valeurs sur Agicap, donc ça vous donne un peu une idée ou un sentiment des gens avec lesquels on a envie de travailler chez Agicap. La population est assez jeune chez Agicap, donc on ne cherche pas forcément des gens avec une expérience extrêmement pointue ou enrichie. On cherche vraiment des talents qui ont avant tout une soif de faire partie de quelque chose qu'on pense être très grand et qui ont vraiment envie de se donner dans une aventure auquel ils croient, donc qui ont un amour aussi, une passion pour le projet tel qu'on est en train de le construire. Et moi je crois beaucoup en l'envie, c'est vraiment une moto que j'ai, l'envie. Et quand je vois en entretien des gens qui ont une vraie envie, je me dis qu'on peut accomplir beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut se former aussi. Donc voilà, c'est un petit peu les éléments un petit peu caractéristiques des recrutements chez nous. Mais après, il y a quelques personnes d'Agicap dans la salle. Peut-être faire vous pouvez faire coucou peut-être. Donc, derrière aussi. Michael qui est au marketing, Valentin qui est chef du recrutement chez nous, et Maël derrière qui est du coup manager produit Agicap. Voilà. Super. Bon, écoute, moi en tout cas, tu as répondu à toutes mes questions. Enfin, je pourrais t'en poser encore beaucoup d'autres, mais on va laisser la place plutôt aux vôtres. On fait des cohortes, c'est-à-dire que on va regarder les cohortes de gens qui sont abonnés depuis 1 mois, 3 mois, 6 mois, 10 mois, pour évaluer en fait dans quelle mesure le taux de désabonnement est plus important sur ces cohortes-là. Et ça, c'est hyper important d'analyser le churn par cohorte, parce qu'en fait, c'est ce qui te permet de comprendre s'il y a des points d'inflexion, j'en parlais tout à l'heure, à partir duquel il y a eu quelque chose qui l'a pas fait. Typiquement, si tu as un churn qui est important au bout d'un mois, c'est peut-être que l'onboarding client, c'est mal fait. La proposition de valeur était comprise, mais la prise en main de la solution n'a pas été complète, n'a pas été satisfaisante, et du coup la personne n'est pas complètement rentrée dedans ou n'a pas son prévisionnel de trésorerie qui tourne véritablement. Donc nous on analyse le churn par cohorte. Après pour te donner des pourcentages, donc dans l'idéal il faut avoir un churn proche de 0, voire négatif. C'est-à-dire qu'un churn négatif, c'est lorsque les recommandations, le pourcentage de recommandations compense les désabonnements. Donc ça, c'est un peu un idéal dans le SaaS B2B, ce qui est possible. Voilà, mais il faut maintenir un churn vraiment aux alentours de 1-2%, qui est une moyenne, je dirais, bonne, basse pour ce type de service. Alors ça, c'est une super question, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que comment dire, en fait, nous, on a augmenté nos prix 4 fois en 2 ans. Et en fait, à chaque fois qu'on l'augmente, tu as une incertitude sur le fait que est-ce que ça vaut vraiment ça. Et le vaut vraiment ça, en fait, c'est ce que ton client est susceptible de pouvoir payer. Mais à chaque fois que tu vas voir de nouvelles personnes, tu vas comprendre qu'il est prêt à payer un prix qui est potentiellement supérieur à ce que toi tu avais indiqué. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que donc au début on a fait du gratuit parce qu'on allait chercher des utilisateurs, mais très vite on l'a mis en payant. L'objectif, c'est de se dire, est-ce que des gens sont prêts à payer pour utiliser ce type d'outil, ce qui est une partie très importante et qu'il faut pas. Moi, je pense pas qu'il faille rester au gratuit très longtemps. Parce que tant qu'on passe pas au payant, on ne sait pas si on a une boîte qui peut tourner, quoi. Et donc on a fait un prix qui était bas et qui était directement corrélé à la proposition, au gain ou à la valeur perçue par les clients. Du coup, le prix, il est fonction un petit peu de... Il faut demander, en fait.
demander, au moment où tu vas le passer en payant, il faut demander à toute ta base pour savoir combien vous serez prêt à payer pour ce type d'outil. Donc là, demain, je vous le fais payant, vous paierez combien? Et ça vous permet de voir si vous avez une proportion à payer et d'ajuster un petit peu le prix. Au fur et à mesure que vous allez développer des fonctionnalités, l'outil va être de plus en plus puissant. Forcément, la personne va gagner du temps, de plus en plus de temps, elle va avoir de plus en plus de sérénité, des nouvelles fonctionnalités qui vont lui faire entrevoir des nouvelles capacités d'analyse sur son business. Et ça a un prix, ça a une valeur. Et donc, au fur et à mesure que vous allez complexifier votre produit, toujours rester alerte sur, là j'ai un prix qui est celui-ci, X, mais potentiellement il pourrait être X plus 20 ou X plus 30. Du coup, j'ai pas de formule magique, je suis pas expert en prix, mais il y a un moment où on teste. On a testé, et nous on a testé par augmentation successive de 20, 30 euros. Donc on a 4 abonnements, donc on faisait augmenter les abonnements respectifs en fonction du niveau de fonctionnalité. Et on voyait si ce qu'on mesurait, c'était notre capacité à vendre, ne diminuait pas. Et donc on n'avait pas atteint un prix tel que en fait, les gens ne pouvaient plus acheter. Et du coup, je reboucle sur la concurrence. Très important de pouvoir avoir de la liberté sur les prix que de ne pas avoir de concurrence. Parce que finalement, vous n'allez pas vous voir répondre le fait que cette personne-là, elle est 50, 100 euros moins chère. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, soyez très vigilants sur le gain. On parle de quoi comme gain? Essayez de le factualiser, essayez de le quantifier pour que la personne, plus il est quantifiable, plus la personne sera susceptible de mettre un prix. Essayez de regarder si vous ne faites pas ça, vous ferez quoi? Et ça, le quoi, ça vous coûte quoi de faire ça? Du coup, par extension d'utiliser moi, vous y gagnez quoi? Voilà. Je pense que je mettrais plus d'efforts à déléguer plus rapidement ce que je fais. En fait, lorsque vous allez créer votre boîte, c'est vous. Votre boîte, c'est vous qui incarnez le savoir, le savoir-faire, vous incarnez tout. Et en fait, il y a un syndrome assez classique qui est de vouloir tout faire, parce que forcément on le fait mieux que des nouvelles personnes qui arrivent. Et en fait, plus vite on arrive à déléguer ou à faire, plus vite on peut se dégager entre guillemets un petit peu de l'opérationnel. C'est pas ça que je veux dire, mais plus vite on peut allouer du temps de cerveau à la stratégie. C'est un grand mot, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire à essayer de repenser la manière dont on fait les choses pour pas se dire c'est comme ça et en fait je le fais comme ça mais je vais pas changer. Et du coup, pendant longtemps, avec nos associés, on était extrêmement focus sur l'opérationnel. On avait tendance à tout maîtriser. Et c'est important au début. C'est ça aussi où je ne veux pas trop être normatif parce que jusqu'à ce que votre boîte fasse vraiment du chiffre d'affaires, etc., c'est vous. Et c'est vous qui faites tout, en fait. Vous avez toutes les casquettes. Mais il y a un moment où, quand on commence à recruter des gens, il faut avoir cette capacité d'esprit à vite déléguer, à vite embarquer les gens et à les responsabiliser au maximum pour qu'en fait, collectivement, en fait, la valeur se démultiplie de la boîte. Parce que les gens sont autonomes, les gens font, les gens créent. Et en fait, nous, la boîte, c'est pour ça qu'elle génère de l'hypercroissance.